On poursuit tout de suite avec le numérique. On gère de plus en plus d'identités virtuelles. On peut penser aux finances quand on veut se connecter à notre compte de banque, aux médias sociaux, à tous les profils parfois qu'on a au travail et autres. Mais la question de sécurité est centrale à ces enjeux. Et pour en parler aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois experts. Donc, Pierre Roberge, qui est PDG Laboratoire d'identité numérique Canada, Edith Hint, qui est associée service conseil chez KPMG, et Pierre-Martin Tardif, qui est professeur en cybersécurité à l'Université de Sherbrooke. Je vous écoute. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous en fin de journée aujourd'hui. Alors, mon nom est Pierre Roberge. Je suis le président-directeur général du Laboratoire d'identité numérique. Le laboratoire est un OBNL qui existe pour favoriser l'adoption de la confiance numérique. On va garder ça court, mais le laboratoire ne vend pas. Le laboratoire n'est pas un incubateur, on ne vend pas et on ne développe pas de solutions d'identité numérique. Avec moi, j'ai deux invités. Je vais leur demander de s'introduire par eux-mêmes et je vais leur demander de nous décrire c'est quoi leur motivation à participer aujourd'hui. Edith? Merci. Allô? Bonjour à tous. Mon nom est Edith Hitt. Je suis associée dans la pratique de transformation numérique, donc service conseil en transformation numérique chez KPMG. Depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'open banking et l'identité numérique. Et cet intérêt part du principe que je pense que ces technologies ont vraiment le potentiel de beaucoup changer comment on interagit avec notre argent puis dans notre vie. Et cet intérêt m'a amené à travailler avec les laboratoires d'identité numérique pour produire des preuves de concept avec nos clients. Comme par exemple, une preuve de concept qu'on a fait dernièrement, c'était comment est-ce que nous, on peut utiliser nos attestations numériques pour faire une demande de pré-approbation hypothécaire à une banque et tout de façon numérisée et sécurisée. Donc voilà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Vraiment content d'être là. Pierre-Martin Tardif, professeur à l'École de gestion, chercheur en cybersécurité. Je travaille depuis au moins 3 ans avec différentes municipalités, dont la ville de Sherbrooke pour leur portail citoyen et la ville de Québec pour la gestion, on pourrait dire, de la validation de l'identité dans un cadre assez large. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, entre autres, d'être ici devant vous, donc de venir parler à des gens qui travaillent dans des municipalités. Et la deuxième chose, c'est que l'identité numérique pour un chercheur en cybersécurité, c'est la base. Si on ne sait pas identifier avec qui on parle, l'identité numérique, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je remercie, entre autres, Pierre, de m'avoir invité à venir en parler avec vous. Puis, donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que toute bonne conférence, on a changé quelque chose dans votre façon de penser et encore mieux dans votre façon d'agir à la fin. Et on a cet espoir-là, nous trois. Alors, ça revient à moi. Oui, ça fonctionne très bien. Juste avec une levée de main, s'il vous plaît, qui est familier ici, pas des experts, mais familier avec l'identité numérique? C'est plus de personnes que la semaine passée quand j'étais au FIC à Montréal, donc c'est impressionnant. Juste rapidement, pour que tout le monde soit au même niveau, notre identité, elle est contextuelle. On n'a pas une seule identité, elle est contextuelle et elle est façonnée autant par le secteur public que le secteur privé. C'est le secteur public qui dit que je suis Pierre Roberge, citoyen québécois. C'est le secteur privé qui va dire que je suis assuré, que j'ai la bonne formule d'assurance pour être un chauffeur Uber, par exemple, ou pour être un abonné à Bixi. Et c'est le parapublic, par exemple, qui va dire que mon titre de transport, que j'ai plus que 65 ans. Mon titre de transport pourrait dire ça. Ou que la RTM pourrait dire que je suis citoyen de la Rive-Sud parce que c'est là que j'ai embarqué pour mon projet, pour voyager aujourd'hui. L'identité numérique, ça permet de confirmer c'est qui on est. On est capable de le faire de façon électronique.
Ce n'est pas nécessairement en ligne, parce qu'on dit identité numérique, ça ne veut pas nécessairement dire en ligne, on peut le faire en personne, mais c'est une façon qui permet de mieux protéger les informations de l'utilisateur. On va briser, on va aller tout de suite dans les, pas dans les tabous, mais les fausses nouvelles. C'est pas une carte d'identité nationale, c'est pas une chip dans le bas du cou, et c'est pas non plus une façon d'espionner les citoyens ou vos utilisateurs. La réalité, c'est que c'est tout le contraire. Le numérique permet une identité numérique. Premièrement, ce n'est pas une identité digitale, ce n'est pas juste une photo de votre permis de conduire, ce n'est pas juste une photo de votre passeport. On est capable de faire des choses de plus, on est capable de faire les choses mieux. C'est protégé par la cryptographie. On est capable de dire qu'un document numérique, il est authentique, qui n'a pas été modifié, et c'est qui l'émetteur. C'est tout ce que ça fait. Ça fait 3 choses. Ça ne fait pas d'autres choses. Ça n'appelle pas à la maison. Ça ne fait pas d'autre chose que ces 3 choses-là. Le document, il est authentique, l'information n'a pas été modifiée, et c'est qui l'émetteur. Et la façon que c'est amené au marché en Amérique du Nord, c'est de donner les informations aux citoyens, à l'utilisateur, et de lui donner le contrôle avec qui il veut les partager et quand il veut les partager, s'il veut le partager. Rapidement, l'identité numérique, ça s'applique aux citoyens, à l'utilisateur. Nos organisations ont une identité. Nos objets ont une identité. Si je sais pas, si j'ai un sensor qui regarde pour la qualité de l'eau, puis si on commence à recevoir des alertes, est-ce que c'est vraiment mon sensor? Est-ce que l'information elle est bonne? Est-ce que l'information a été modifiée? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'information? Donc, on peut voir que ces aspects-là, même pour un objet, sont valables. Le bénéfice pour l'utilisateur, premièrement, je veux vraiment mettre le mot surligner le mot, c'est volontaire. L'identité numérique ne sera pas forcée sur le citoyen. C'est le citoyen qui va avoir... Je suis posé de faire comme ça, hein? Je m'excuse. C'est le citoyen qui va avoir le choix d'adopter l'identité numérique. L'identité numérique, pour le citoyen, elle est plus sécure. On a plus de contrôle parce qu'on a nos informations. Ce n'est pas un tierce parti à qui on va demander de partager nos informations. C'est une protection de la vie privée accrue. On va avoir des exemples tantôt. Et c'est des services qui sont ultimement plus conviviaux et plus rapides. Pour les organisations, il y a aussi des bénéfices. C'est une donnée de meilleure qualité. On fait de la minimisation de la collecte. Si j'ai juste à vous montrer que j'ai plus que 18 ans ou que j'ai plus que 65 ans, vous n'avez pas besoin de savoir où je vis, c'est quoi ma date de fête, etc., etc. Donc, on est capable de minimiser la donnée et ça donne une meilleure posture en cybersécurité et en cyber-résilience pour les organisations. Il y a des études qui ont démontré qu'avec l'adoption de l'identité numérique au sens large, c'était une augmentation du PIB de 3 à 6 %. C'est important. Donc, c'est quelque chose que vos projets, vos organisations peuvent aussi pourraient bénéficier en adoptant ou en rendant possible l'utilisation de l'identité numérique. Alors, c'était l'introduction. Alors maintenant, je propose qu'on discute de la relation entre la cyber, l'identité numérique et la protection de la vie privée. Edith, l'identité numérique est bâtie sur fait partie de la cyber, amène un paquet d'avantages, mais y a-t-il des choses que l'identité numérique est capable de faire que l'identité de nos documents analogues n'est pas capable de faire ou qu'on est capable de mieux faire? Allô? Donc, oui, puis Pierre, tu avais fait déjà une bonne introduction, donc moi, je vais enchaîner un peu là-dessus. Donc, en fait, on parle de 3 technologies de base qui permettent de recréer la confiance que nous avons aujourd'hui dans les pièces d'identité dans le monde physique, mais de le recréer dans le monde numérique. Donc, c'est la blockchain, cryptographie et puis la biométrie. Ces 3 technologies ensemble ont vraiment, peuvent vraiment révolutionner la façon de laquelle on interagit, comme je disais, avec notre argent dans les transactionnels et aussi pour accéder aux services. Donc, si je veux élaborer là-dessus, aujourd'hui, il y a beaucoup de confiance qu'on met sur des pièces d'identité comme le passeport ou comme le permis de conduire.
Mais ces pièces d'identité ne nous permettent pas non seulement d'aller voyager ou de conduire en auto, mais aussi pour, par exemple, prouver qu'on a l'âge majoritaire pour aller acheter de l'alcool. Donc, ça, c'est l'exemple, je pense, la plus connue, mais je vais vous donner une autre. Donc, mais pour expliquer... Allô, oui. Pour l'exemple le plus connu, c'est l'exemple d'arriver, on arrive dans un bar, on montre notre permis de conduire pour prouver qu'on a l'âge majoritaire pour avoir l'alcool, mais là-dessus, on a notre adresse, on a notre date de naissance, il y a beaucoup d'informations. Donc, ce que la technologie amène, c'est le concept d'un Zero Knowledge Proof en anglais, et c'est la possibilité de prouver l'éligibilité à un service via une déclaration, sans avoir à révéler la déclaration. Donc, par exemple, de dire oui, cette personne a l'âge majoritaire, sans devoir révéler sa date de naissance. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire, par exemple, au niveau de la vie citoyenne? Ça mène la possibilité d'un citoyen à être éligible à des services, par exemple, des services qui sont disponibles aux gens avec un revenu plus bas, sans avoir cet stigma qui vient avec. Donc, être en mesure d'utiliser les transports en commun, de faire beaucoup de choses en montrant une identité sans que la personne et tout le monde sachent qu'en fait, la personne a un revenu très bas ou peu importe. Donc, ça, c'est vraiment les améliorations pour l'inclusivité de tout le monde. Et je pense que c'est des très bonnes choses, que c'est là où il y a un vrai impact amené par cette technologie-là. Il y a d'autres concepts, puis je vais toucher un petit peu à la partie, sur, par exemple, au Québec, la loi 25 ou le projet de loi 64, ça dépend de qui on parle, ils utilisent un mot différent, vise beaucoup la protection des renseignements personnels. Et donc, dans cette loi, il y a le concept de portabilité. Donc, les droits aux citoyens ou bien aux utilisateurs d'utiliser leurs données, d'être propriétaires de leurs données, de l'apporter et aussi partager les informations que nous, on veut partager et garder les informations que nous, on veut garder pour nous-mêmes. Donc, les concepts de portabilité, j'ai entendu dernièrement un très bon exemple. C'est par exemple nos téléphones, le numéro de téléphone. Avant, si on voulait changer de service de télécom, il fallait changer notre numéro de téléphone. Mais c'est une donnée identitaire qui dit beaucoup sur nous, qu'on utilise nos numéros de téléphone aujourd'hui partout. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, on puisse porter cette donnée, qu'on puisse utiliser notre numéro de téléphone et changer de service, ça a amené beaucoup de bénéfices pour nous. Puis de la même façon, l'idée, c'est pouvoir porter nos données, des abonnements, des données qu'on peut avoir avec la ville. Puis, si on déménage, d'être en mesure de porter nos données, puis l'amener avec nous pour avoir le même type de service dans une autre localité. Donc, bref, les bénéfices sont plusieurs, puis je pense que la technologie est là pour nous protéger contre la fraude, puis nous laisser vraiment choisir le type des données qu'on veut partager. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte que plusieurs des aspects de notre identité ne nous appartiennent pas. Et tu as parlé d'un bon exemple, le numéro de téléphone, qui aujourd'hui, c'est mon numéro de téléphone et je peux l'amener où je veux aller. Mais si vous avez un courriel Gmail, il ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas l'amener chez un autre fournisseur. Votre adresse, votre Twitter handle, il ne vous appartient pas. Le lien URL de votre profil sur LinkedIn ne vous appartient pas. Donc, on a des aspects de notre personnalité qui nous identifient et que l'utilisateur, c'est pas le citoyen, la personne qui a le plein contrôle.
tout ça pour dire, Pierre-Martin, tu as fait des recherches, tu as regardé des recherches sur le guide d'encadrement sécuritaire de l'identité numérique. Quels furent les constats? Oui, donc on a fait ça pour le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Ça a duré à peu près 1 an comme recherche. On était plusieurs chercheurs, donc c'est vraiment une collaboration. Ça a été fait à l'Université de Sherbrooke. Et ça vient on pourrait dire, d'une préoccupation qu'on a de la participation citoyenne, de s'assurer que c'est bien fait dans notre pays, dans ce cas-ci, hein, le Canada, que c'est bien fait la façon dont on fait les choses. Puis on s'est dit, une des choses qu'on doit faire pour y arriver, c'est de permettre l'appropriation. Parce qu'il y a des règles, il y a des principes, il y a des choses qu'on doit respecter si on veut s'assurer, parce que comme toute technologie, il y a d'innombrables bénéfices, mais il y a aussi certains risques qui viennent avec. Et on s'est dit, on veut que les personnes qui gèrent les entreprises comprennent bien quels sont les risques. Et le guide fait une 40aine de pages. Ça a à peu près une 30aine de questions qui sont répondues. Donc, c'est sous la forme de questions-réponses, parce qu'on s'est dit, il n'y a rien de pire que de lire un texte long. Et là, je vais vous donner 6 exemples de choses qui pourraient arriver dans votre organisation. C'est à la section 3.5 qui dit quand est-ce que je dois faire quelque chose avec ces données. Quand on parle de données, ici, on parle des données d'identification. Et dans le tableau 1, on parle de 6 situations problématiques. Donc, c'est un risque. Donc, j'ai des super bénéfices. Je peux être dans l'inclusion. Je peux permettre aux personnes de savoir qu'est-ce que j'ai sur eux. Ils sont peut-être capables d'aller voir des compétiteurs s'ils n'aiment pas les services que je leur ai rendus. On parlait de portabilité. Ça fait partie des bénéfices. Mais il y a aussi des risques. Donc, le premier, c'est l'absence de nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je collige de l'information sur vous que je n'ai pas de besoin. Que si on me demandait pourquoi demandes-tu le numéro de permis de conduire de tes personnes avec qui tu fais affaire, pourquoi fais-tu ça? Je n'aurais pas de raison. Ou ça peut même être pour mes employés, donc comme employeur, je pourrais demander la même chose, un numéro de permis de conduire. Pourtant, je ne prête pas de véhicule. Ils ne font rien de spécifique. Et j'irais trouver la personne dans mon organisation qui a décidé ça, puis ça serait pour une fin historique, quelque chose de ad hoc qui est arrivé, puis on fait cette collecte-là. Donc ça, c'est un exemple d'absence de nécessité. Cause potentielle, donc ça, c'est la 2e colonne. Gouvernance déficiente, puis on vous donne des solutions. On vous donne 3 exemples de solutions ici. La première et la plus évidente, c'est détruire les données ainsi colligées. Vous n'avez pas de besoin. Vous ne devriez pas les avoir, vous ne devez pas les conserver. Ça a été fait sans nécessité. La 2e, parce qu'on ne veut pas que ça arrive de nouveau, sensibiliser le personnel aux exigences légales concernant la collecte des renseignements personnels et d'identité numérique. Et tantôt, on vous parlera de la loi 25, et toutes nos organisations ont cette obligation-là de sensibiliser et même de former les personnes qui composent l'organisation. Le petit dernier, établir et mettre en place des politiques et des pratiques internes visant les exigences légales concernant la collecte de renseignements personnels, parce que dans votre identité, il y a des renseignements personnels. Tantôt, on parlait de peut-être votre adresse, numéro de permis de conduire en une autre, et il y en a une quantité quand même assez innombrable. Il y en a qui sont peut-être un peu plus fixes, puis il y en a qui sont peut-être un peu plus agissantes. Mon opinion politique qui peut changer dans le temps, mais ça fait partie quand même, d'une certaine façon, de mon identité. Donc, c'était la première ligne. Je ne lirai pas tout en détail comme ça, mais il y a aussi un manque de transparence. On espère vraiment que nos organisations soient de plus en plus transparentes envers leur clientèle, leurs employés, leurs partenaires et leurs fournisseurs, dans certains cas, sur qu'est-ce qu'on fait sur l'information qui concerne les personnes, sur leur identité. Aucun calendrier de conservation. J'avais besoin de le conserver, mais pourquoi je le garde pour toujours? Pourquoi je ne le détruis pas après un certain temps? Parce qu'en réalité, le risque ici qu'on vous parle, c'est que si jamais il y a une catastrophe, et on entend assez régulièrement à la télé, dans les journaux, tout ça, des organisations qui se font hacker sous la forme d'un rançongiciel. Et le rançongiciel, qu'est-ce qu'il fait pour vous menacer? Il fait 2 choses. Il évite que vous ayez accès à vos données de fonctionnement d'organisation. Ça, c'est possible. Vous êtes peut-être capable de vous en sortir avec ce qu'on appelle les backups, les sauvegardes. Donc, est-ce que vous avez mis de côté au cas où que ce genre de situation-là arrive? Mais la deuxième chose est plus pernicieuse.
c'est qu'on vient vous menacer, qu'on va divulguer de l'information qu'on a fait fuiter, donc on a volé de vos systèmes. C'est toujours des renseignements personnels ou de l'information confidentielle. Et on va la faire fuiter sur des sites web qui appartiennent à souvent ces organisations-là criminelles, on s'entend, et vous ne voulez pas que ça l'arrive. Donc, vous voulez les détruire, les informations. Vous voyez, il y a tout le temps une bonne raison pour faire les choses, mais si on ne sait pas pourquoi, si on ne l'a pas compris, puis là, je viens de parler de détruire les données, mais pensez juste à vos boîtes de courriel que vous utilisez au travail. Je ne parle même pas de vos boîtes de courriel personnelles. Pensez juste à la quantité d'informations qui peut dormir là depuis des années. Ensuite, il y a des incidents. Hein, on veut même maintenant les déclarer de façon, pour la loi 25, on parlera tout à l'heure, de façon officielle, quand c'est majeur. Ensuite, au niveau du partage illégal, qui peut être utilisation secondaire, qui peut être à l'interne, mais ici, on pense aussi à l'envoyer à d'autres. On a eu des scandales dans le passé qui ont frappé l'imaginaire collectif. Cambridge Analytics, ou Analytica, mais je pense qu'Analytics, il n'existe plus, qui utilisait de l'information de Facebook pour être capable de donner des stratégies, on pourrait dire, politiques pour des partis. Donc, j'avais un avantage stratégique si j'avais le moyen de me payer ça. Un petit parti n'avait pas les moyens, bien, j'avais déjà un avantage stratégique. Puis moi, je n'ai jamais donné mon consentement, ni d'Ève ni d'Adam, qu'on fasse ça avec de l'information. Je suis un utilisateur Facebook. Et le dernier, le stockage hors juridiction. On sait qu'il y a eu des décisions au niveau du gouvernement fédéral, entre autres, pour l'utilisation des technologies de télécommunication, qui est une chose. Mais cette information-là qui transite, elle va être à quelque part. À un moment donné, on va la conserver, puis on la conserve où? Donc, c'est 6 exemples de risques auxquels nos organisations sont sensibles et qu'il faut prendre action aujourd'hui, demain ou plus tard, rapidement. Merci. Vous avez peut-être déjà entendu, plus qu'une fois, le ministre Kerr qui dit que la donnée est le pétrole du 21e siècle. Très souvent, quand que le produit est gratuit, vous êtes le produit, c'est vos informations qui sont le produit. Je crois que qu'est-ce que la loi 25 a fait, c'est que ça a été de rendre que le pétrole, le pétrole brut, si on ne le manie pas comme il faut, mais c'est toxique. Et puis la loi 25 vient créer ces conditions-là où une organisation qui ne manie pas bien l'information, qui collige trop d'informations ou qui est négligente dans la façon d'utiliser l'information va être pénalisée. Puis ça, on va dans ça va dans la bonne direction. On va prendre les questions. S'il y en a qui en ont, pensez à votre question. On va peut-être avoir un microphone, mais rapidement, je voulais demander au panel, ça serait quoi vos recommandations que vous feriez pour un groupe de travail de projet de ville intelligente ou de mobilité durable? C'est quoi une chose qu'il faudrait garder en tête? Edith. Allô? Donc, au niveau de la mobilité durable, moi, je pense qu'il faut regarder en détail l'identité numérique et la technologie, qu'est-ce que ça peut amener, puis pas le regarder comme étant une technologie qui va nous suivre et tout. Sinon, c'est plutôt regarder les opportunités que ça amène, puis les possibilités. Au niveau de la mobilité, déjà, pour une citoyenne qui décide d'utiliser plusieurs moyens de transport, ben, il y a toutes les transactionnels, il y a la validation de tes transactions, parce que là, on va commencer à avoir beaucoup tous les concepts de paiement. Donc, l'open banking qui amène en premier la possibilité à vous de façon sécuritaire d'accéder et de partager vos données bancaires selon votre consentement, selon ce que, en donnant accès au fintech que vous voulez donner accès. Il y a ça, mais après cette première partage des informations, il y a tous les concepts de paiement et des transactions sécuritaires. Donc, au niveau de la mobilité durable, il y a beaucoup de possibilités pour faire ces liens entre les transactionnels, les paiements, puis l'identification pour utiliser tous les types de services en citoyen qui changent, qui commutent,
qui change d'une ville à une autre, qui utilise son identité pour accéder à des rabais ou à certaines éligibilités, comme je vous avais dit tantôt, donc, ou tout simplement pour payer de façon sécuritaire à l'entrée. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, tantôt, il y avait la conférence quand je suis arrivée sur les véhicules autonomes. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de l'utilisation d'un véhicule autonome. Et toutes ces technologies vont interagir, doivent être interopérables pour que les citoyens puissent les utiliser et que tout soit communiqué de façon sécuritaire. Il y a un point que j'aimerais aussi amener, c'est qu'au niveau de l'identité numérique, on parle beaucoup d'identité citoyenne, mais il y a l'identité numérique des choses, des voitures, les voitures autonomes et l'identité de ces voitures-là. Et comment est-ce qu'on va pouvoir suivre les trajets d'une voiture autonome en utilisant la même technologie qui est utilisée pour nos identités numériques citoyennes. Donc, je pense que l'identité numérique doit être considérée sous plusieurs angles, pas non seulement citoyenne, mais aussi pour toute l'identité des choses autour de la ville. Donc, sécurité, rapidité, convivialité. Good? Bien reçu. Parfait. Pierre-Martin? Oui, je vais y aller de deux côtés. Le premier côté, je parle aux personnes qui ont, on pourrait dire, une perspective plus technologique. Il y a eu un collègue qui parlait tout à l'heure de l'INRS, qui parlait de l'acceptabilité sociale. Vous faites un projet et vous voulez que les gens l'acceptent et vous ne communiquez pas. Moi, je vous assure que je ne comprends pas ce que vous faites. Parce que si vous ne communiquez pas, vous n'êtes pas en train d'aller vers l'acceptabilité, vous êtes plutôt en train de laisser la place à la rumeur, au oui-dire et à l'incompréhension. Et si vous n'êtes pas le premier porte-voix qui parle, bien, il y en aura d'autres. Et ça sera peut-être probablement des positions de polarisation. Et vous direz, je ne comprends pas, j'avais la meilleure technologie, la meilleure approche et personne ne m'écoute. Et là, je vais aller de l'autre côté, qui est du côté, si vous n'êtes pas du côté technologique et que vous regardez les gens technologiques qui font un projet, que vous regardez ça ensemble, regardez qu'est-ce qu'on pourrait appeler le coût total de possession. Donc, regardez combien ça coûte le mettre en place, c'est une chose, mais aussi combien ça coûte pour l'opérer dans le temps. Parce que vous ne voulez pas être pris d'avoir de la difficulté à entretenir votre système. Et ces coûts-là, de grâce, pensez aussi du côté citoyen, quel coût je vais leur demander, comment ça va être compliqué pour eux. On parlait tantôt d'inclusion. Donc, est-ce qu'il y a un coût social? Est-ce qu'ils doivent mettre la main dans leur poche? Tout ça. Pensez de façon globale quand vous faites un projet. Un troisième point que j'aimerais partager avec vous tous aujourd'hui, c'est le cadre de confiance pan-canadien. C'est des travaux qui ont débuté il y a environ 10 ans et ça vous est disponible, c'est public. Ça a été développé par le secteur public et le secteur privé sur la façon dont différentes organisations sont capables de partager de l'information sans nécessairement avoir de contrat entre eux, mais d'une façon où on est capable de respecter la vie privée, on est capable de respecter, il y a un cadre sécuritaire, etc. Donc, je vous invite à faire une recherche pour le cadre de confiance pan-canadien, du CIAN en français, le DIAC en anglais, c'est un autre document qui devrait influencer la façon dont vous approchez votre projet. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Est-ce qu'on peut amener un micro? Une question, le chanceux. Alors, je suis très directement interpellé par ces questions-là parce que je me pose les mêmes questions que vous sur la question des données et de la mobilité connectée. Et puis, la principale question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce qu'on trace la ligne entre le bénéfice public de la donnée, mettons sur les origines, destinations ou le trajet ou la mobilité de ces véhicules-là, et donc l'identité numérique des personnes qui utilisent ces véhicules-là. Ça peut être pertinent pour les besoins de la ville. Donc, comment est-ce qu'on trace la ligne entre le bénéfice public et la protection de la vie privée? Un premier élément de réponse, puis je pense qu'on va en avoir plus qu'un. Premièrement, il y a dans le consentement. Et on demande aux citoyens son consentement pour partager l'information.
Et donc ça, c'est pratico-pratique, mais il faut créer de la valeur pour le citoyen. Je ne ferai pas juste dire oui à n'importe quoi, ou de moins en moins, on va dire oui à n'importe quoi s'il n'y a pas un échange de valeur. Donc, que ça soit créateur de valeur à travers la chaîne, l'écosystème, il va falloir trouver ces éléments-là. La deuxième chose, et je pense que qu'est-ce que vous parlez, c'est on peut regarder aussi l'anonymisation des données. Ça ne dit pas que c'est Pierre Roberge, ça ne dit pas que je suis à Montréal présentement, ça dit qu'il y a 40 personnes dans la pièce présentement et qu'il y a un mouvement de masse qui va s'effectuer dans une heure. Ça n'identifie pas les personnes. Donc, il y a des façons de mettre les données à un bon usage sans brimer le droit à la vie privée. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Je peux y aller. J'irais, première chose, je séparais le besoin opérationnel de votre question du besoin d'exploitation, de démonstration, qu'on crée de la valeur et qu'on fait les bonnes choses et qu'on est au bon endroit, tout ça. Donc, je reprends le discours de Pierre. Dans les systèmes opérationnels, habituellement, on garde les données telles qu'elles sont, mais on sait que c'est un usage limité, habituellement assez ad hoc et assez ponctuel dans le temps. Parce que lorsqu'on arrive au niveau de l'exploitation des données, là, je crois que c'est une obligation d'anonymisation. Vous devez nécessairement, c'est pas vous devriez, vous pourriez, c'est vous devez anonymiser les données. Et au pire, si vous avez identifié pour peu importe quelle raison, pour vous réfléchirez vraiment comme il faut, vous avez besoin de retourner à identifier la personne. Première chose, vous questionnerez vraiment pourquoi plusieurs fois, pour être certain que vous n'êtes pas en train de vous tromper. Mais organisez-vous qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Donc, à ce moment-là, au moins, si vous les avez bien anonymisés, on ne peut pas réidentifier les personnes, c'est protégé. Puis, habituellement, c'est souvent le cas qu'on fait de l'exploitation de données, non pas qu'on est dans nos systèmes opérationnels. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous regardez vos bénéfices, d'un point de vue éthique, vous irez voir les trois conseils, SRSNG, CRSH et celui de la santé dont j'oublie, CRS, je crois. Et ils ont établi un cadre éthique. Et ça peut vous aider à réfléchir sur justement cette espèce d'équilibre-là entre j'ai des bénéfices, et les bénéfices, ils disent qu'il ne faut pas juste les penser pour l'individu, il faut aussi penser à des groupes. Hein, il peut y avoir des minorités qui utilisent vos services, des personnes défavorisées ou peu importe quoi, et aussi comme citoyens. Donc, prenez plusieurs perspectives et ces bénéfices-là, venez les équilibrer avec les risques encourus. Et si vous dites, oh, ces risques-là, ce n'est pas des risques minimums, il me semble que ce risque-là dépasse un certain seuil. Je crois qu'il y a l'obligation de transparence, incluant dans le consentement cette transparence-là, c'est-à-dire que la personne, quand elle lit votre formulaire de consentement, il ne fait pas 12 pages, elle ne se rendra pas à la fin. Puis qu'est-ce qu'elle a lu? La personne moyenne qui n'a peut-être même pas d'éducation, à part peut-être le secondaire, est capable de comprendre dans sa perspective ce que vous êtes en train de lui communiquer. Et à ce moment-là, je pense que vous êtes bien équipé. Je pense que vous faites bien les choses. Mais je m'excuse, il va falloir... La loi 95 vient encadrer le partage de données dans les organisations publiques et parapubliques. Merci beaucoup. Je pense que ça va être un enjeu qui va prendre toute la place dans le futur, donc on pourra certainement en reparler. Merci pour votre temps.